bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver au cœur de Paris, au Forum 104, un lieu de dialogue culturel et spirituel. Et justement, dans cet épisode, nous allons parler du dialogue entre l'écologie et l'école. Comment l'école prépare-t-elle les futurs adultes aux défis de la crise climatique? Qu'enseigne-t-on à nos enfants? Et finalement, l'écologie intégrale est-elle vraiment rentrée dans les salles de classe? Aujourd'hui, je vous propose qu'on reparte ensemble sur les bancs de l'école avec nos deux chroniqueurs, Sœur Noélie et Martin Monti-Lalobi. Je les retrouve tout de suite, c'est parti. Sœur Noélie Djemadoumbay est originaire du Tchad et religieuse Xavier. Géographe urbaniste, elle a décidé en 2017 de poursuivre ses études en France à la faculté Loyola à Paris. Sœur Noélie est aujourd'hui doctorante en théologie morale. Son travail de recherche porte sur la formation morale des sujets en contexte de crise écologique. Martin Monti-Lalobi est journaliste pour la revue Projet, une revue jésuite centenaire et réalisateur de documentaires. Martin anime aussi le podcast Deux pieds dans le bénitier, un programme très inspirant pour comprendre l'actualité avec un regard catho. Militant associatif, Martin fait aussi partie du conseil d'administration des Scouts et Guides de France. Bonjour Martin. Salut Claire. Bonjour Sœur Noélie. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission qui va parler d'écologie et d'éducation. On va s'installer en plateau pour en parler? Très bien. Très bien. C'est parti, on y va. Allez, on y va. On te suit. Martin, toi tu as 35 ans. Quand tu étais plus jeune, plus petit, est-ce que tu te souviens si on t'avait parlé d'écologie à l'école? Oula, ça remonte un peu. Ça remonte à main? Oui. J'ai pas là, quand tu me poses la question, j'ai pas de souvenir flagrant d'un moment particulier ou d'une prise de conscience, mais bon, j'imagine, j'espère peut-être de manière un peu diffuse, mais non, j'ai pas de souvenir. Pas de balade en forêt, pas de sortie dans la nature, pas de choses comme ça? Si, peut-être en SVT en 6e pour faire un herbier. Ok, très minoritaire, quoi. Voilà. Pas grand-chose. Ok, Sœur Noélie, est-ce qu'on parle d'écologie aux enfants au Tchad? Tu es tchadienne d'origine. Est-ce qu'on parle d'écologie aux enfants? Alors, dans mon souvenir, l'écologie, le mot en tant que tel, non. On ne dit pas aux gens qu'on parle d'écologie? D'écologie, mais Ok. on vit la réalité écologique, puisque nous sommes dans un pays semi-désertique, donc nous sentons bien le réchauffement climatique, et nous le vivons aussi. Donc voilà, c'est surtout à travers les questions de perturbation de la pluviométrie, à travers la chaleur, à travers l'avancée du désert, voilà. Ce sont ces questions-là qui sont abordées. Mais le terme écologie en tant que tel n'intervient pas vraiment dans le langage quotidien. Actuellement non plus. Donc tu me disais que tu as des neveux et nièces, on ne leur parle pas d'écologie intégrale dans leur quotidien. Non, mais la réalité écologique est là, c'est abordé sous différents angles en fait. D'accord. Alors, en France, depuis quelques années, l'écologie commence à s'imposer dans les établissements scolaires. C'est devenu un thème de plus en plus présent. Exemple, au groupe scolaire Saint-Vincent à Hendaye, je vous propose d'écouter les propos des deux directeurs, Jérôme Gaillard et Philippe Bancon, pour qui il est indispensable de parler de ces enjeux aujourd'hui aux enfants. Écoutez. Il nous semble important dans le monde où l'on vit, un monde plutôt triste, ou dans lequel on peut trouver un certain nombre de choses anxiogènes, que ce soit les questions climatiques, les questions migratoires ou bien les questions financières. On doit pouvoir donner envie de grandir, et l'école doit être un lieu où les enfants vont apprendre et vivre dans la joie. Aujourd'hui, le système et le système éducatif français n'apporte pas assez d'attention aux adultes dans ce qu'ils vivent pour vraiment être pertinent dans l'accompagnement des enfants. Aujourd'hui, on a un énorme travail pour prendre plus en considération les professionnels, je parle des enseignants, mais aussi de tous les professionnels éducatifs qui travaillent dans l'établissement scolaire, pour permettre justement que cette cohérence aboutisse à un travail éducatif qui corresponde aux attentes de la nation. Martin, l'écologie à l'école, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est vraiment pris au sérieux? Est-ce que tu dirais que l'éducation nationale fait du greenwashing? Non, je n'irai peut-être pas jusqu'au terme de greenwashing. On va laisser ça aux entreprises qui le font suffisamment bien. C'est vrai. Je pense que pour l'éducation nationale, on vient de voir deux directeurs qui parlent d'écologie. Moi, je pense facilement à pas mal d'amis qui sont instituteurs, institutrices, profs, qui se retroussent un peu les manches pour que ce sujet arrive dans l'école. Après,
La question, c'est est-ce qu'au niveau de société, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on a envie que l'école s'approprie ces sujets? Et là, la réalité, quand même, c'est que depuis quelques mois, les discours qu'on entend autour de l'école, que ce soit autour de, voilà, de la question de l'uniforme, la question de séparer les collégiens par groupe de niveau, la question d'individualiser les parcours de formation au lycée, pour moi, ce serait plutôt des réformes qui iraient un peu à l'encontre de ce que serait une intégration de l'éducation à l'écologie et à l'écologie intégrale. Mais on pourra développer ça dans l'émission. Qu'est-ce qui manque alors pour que ces enjeux de crise climatique soient mieux pris en considération au sein des écoles? C'est quoi le pas de plus qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui en France? Quand j'écoute les professeurs, j'ai plutôt l'impression que c'est déjà du temps consacré dans les programmes. Et puis après, ce n'est pas qu'une question de termes horaires, hein, c'est aussi une question d'approche peut-être plus globale. J'ai rapidement évoqué la réforme du lycée, par exemple, qui individualise vraiment les parcours, qui segmente les matières. Et quand on entend les professeurs qui sont très sensibles à ces sujets-là, ou même les pédagogues des questions écologiques, ils parlent plutôt de travail collectif, d'interdisciplinarité, puisque le pape François dit « tout est lié dans l'écologie intégrale ». Et là, j'ai plutôt l'impression qu'on individualise la formation, qu'on compétitive aussi, avec des diplômes de plus en plus discriminants, comme voilà, cette volonté de faire du brevet quelque chose qui soit discriminant pour éventuellement passer au lycée derrière. Donc, voilà quelques pistes, c'est très rapide, hein, mais à mon avis, des choses qui pourraient permettre un changement de mentalité qui pourrait être nécessaire pour que l'écologie soit plus appropriée, pas simplement en tant que matière, mais aussi en tant que manière d'être, finalement. Et moi, ce que j'entends aussi dans ce petit reportage, ce que disait l'un des directeurs, c'est aussi comment on prend en charge les adultes eux-mêmes. Et la question de peut-être la formation des professeurs eux-mêmes. Peut-être que nous ciblons, nous mettons plus le focus sur les élèves, mais j'entends un enjeu là de la formation des professeurs, de les soigner aussi, pour qu'ils puissent accompagner ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Alors, l'écologie est entrée dans les salles de classe. Pour autant, est-ce que l'éducation nationale est vraiment un acteur majeur sur ces questions? Pourquoi c'est un enjeu qui compte? On en parle tout de suite avec Martin et Sœur Noélie. Martin, je te pose la question très directement. Finalement, pourquoi est-ce que l'école doit être un moteur de la transition écologique aujourd'hui et surtout, comment faire? J'ai peut-être envie de commencer par retourner la question et de se demander pourquoi est-ce que finalement le bouleversement écologique qu'on affronte aujourd'hui est un défi éducatif. Parce qu'en fait, le pape François en parle beaucoup dans Laudato Si. Il consacre son 6e et dernier chapitre de l'encyclique à l'éducation. Le chapitre s'appelle « Éducation et spiritualité écologique ». Si je peux le citer rapidement, il parle donc de ces pays qui devraient réaliser les plus grands changements d'habitude de consommation. Donc là, clairement, c'est nous. Et dans ces pays, des jeunes qui ont une nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux, mais qui ont grandi dans un contexte de très grande consommation et de bien-être qui rend difficile le développement d'autres habitudes. C'est pourquoi nous sommes devant un défi éducatif. Ce qui est intéressant là, avec le pape François, il parle de contexte, c'est que, voilà, en tant que citoyens, citoyennes, il nous rappelle bien que nous, on est pris par des forces qui sont plus puissantes que nous et dont on ne peut pas se libérer seul, et qu'il y a un enjeu là, il y a un enjeu véritablement collectif et auquel justement l'éducation peut répondre, et c'est pourquoi il parle de défis éducatifs. Et justement, ce lieu d'éducation par excellence, c'est l'école. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut être un peu prudent parce qu'on a souvent la volonté ou le travers, je ne sais pas, de vouloir que l'école résout tous les problèmes de notre société. Et avant de se demander si l'école peut répondre aux enjeux écologiques, il faudrait s'intéresser un peu dans quel état est notre école aujourd'hui en France. Si on regarde un rapport que l'OCDE publie chaque année, qui s'appelle « Regard sur l'éducation », la dernière édition de 2023, qui est sortie il y a quelques semaines, nous rappelle qu'en France, certes, on investit plus par élève et par an que la moyenne des autres pays de l'OCDE, mais que malgré ça, on paye de moins en moins bien nos professeurs. Ils font partie des moins bien payés des pays de l'OCDE. Il y a un vrai décrochage de leur rémunération. Au début des années 80, on est environ à 2,3 fois le SMIC. Là, en début de carrière, on est à 1,2 fois. Donc voilà, il y a peut-être une raison aussi qui fait qu'il y a de moins en moins de professeurs qui répondent à cette vocation, à cet appel. Voilà, c'était environ 4000 postes vacants au dernier concours de professeurs. Ouais, ce qui est énorme. Et donc, ce que tu veux dire, Martin, c'est que l'école aujourd'hui n'a pas vraiment les moyens face au défi de la crise écologique. Alors, en tout cas, elle ne pourra pas tout seule. Et
Je trouve que ce serait un peu injuste de tout demander, en tout cas aux professeurs, de leur dire allez-y, formez cette nouvelle génération aux défis écologiques qui sont immenses, sachant qu'on leur demande déjà beaucoup et qu'il faudrait, à mon sens, réinterroger globalement en fait, finalement, notre système scolaire. Mais on a commencé à le dire, à en parler, à le voir. Il y a des professeurs qui clairement s'investissent pour que ce sujet arrive jusqu'aux élèves. Moi-même, j'ai eu la chance d'être invité, de pouvoir intervenir principalement dans des lycées pour parler de ces sujets-là. Heureusement, je ne suis pas le seul à le faire, mais ça veut dire qu'il y a des professeurs qui se donnent le temps, les moyens, pour que dans des programmes qui sont déjà serrés, ouvrir sur ces sujets-là, alors qu'ils ne sont pas forcément très, très présents dans les programmes. Et en creusant un peu ce sujet, j'ai pu voir que plusieurs initiatives existaient. Je peux en citer 2-3 sur lesquelles je suis tombé, comme enseignants, enseignantes pour le climat, profs en transition, ou le site qui s'appelle enseignerleclimat.org, où là, c'est des professeurs qui s'échangent des pratiques pédagogiques pour enseigner les enjeux de la transition écologique à leurs élèves de tout niveau. Et donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui se passent, quoi. Oui, d'accord. Donc l'école ne peut pas tout résoudre, mais ça bouge quand même. Toi, tu le constates. Oui, ça bouge et c'est plutôt une bonne chose de voir que sur le terrain, on s'approprie ces sujets-là. Et je trouve que le terme de bouger, à mon avis, est intéressant parce que ce qu'on peut voir face à l'éco-anxiété, qui est ce sentiment un peu d'angoisse qui peut naître face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Quand vous proposez à un jeune, ou même pas forcément à un jeune, de s'investir collectivement pour des actions envers le climat ou de lutte pour la justice environnementale, c'est le fait de se mettre en action qui va diminuer ce sentiment d'angoisse. Et donc je pense que le fait que cette pédagogie un peu de l'action est, à mon sens, très intéressante. On parle beaucoup de l'école, et c'est vrai que c'est le sujet de l'émission, mais elle peut être parfois un peu enfermée dans ce système un peu de transmission un peu verticale. Et je trouve ça intéressant quand on va aller s'inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs. Je pense à tous ces mouvements d'éducation populaire, et l'Église en est riche. On peut penser aux Scouts et Guides de France qui ont une vraie pédagogie de la conversion écologique en pleine nature. Dont tu fais partie, que tu connais bien. Tout à fait, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais aussi d'autres mouvements que je connais aussi sans en faire partie, comme le MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, qui travaille beaucoup à animer les territoires ruraux. Tout ça, qu'on soit éducation populaire, éducation nationale, formelle, informelle, si on arrive à bousculer un peu les choses pour placer cette pédagogie de l'action au cœur, à mon avis, là, on tient une piste intéressante. Et j'aime cette phrase, ça m'évoque cette phrase du pape François quand il parle, on lui demande c'est quoi l'éducation, et il dit l'éducation, c'est toujours un acte d'espérance qui, depuis le présent, regarde vers le futur. C'est beau. Sœur Noélie, on parlait du pape François. Justement, en tant que chrétien, quelle responsabilité a l'enseignement catholique face à la crise climatique ? Et justement, Martin venait de citer le dernier chapitre de Laudato Si, qui est consacré vraiment aux défis éducatifs. Et dans ce dernier chapitre, le pape François définit vraiment le rôle de l'éducation en général, et on peut se l'approprier au niveau de l'éducation catholique, qui a vraiment le rôle de développer une alliance entre l'humanité et l'environnement. Cela veut dire que l'humanité, nous les humains et tout le monde créé, nous avons une même destinée. Nous sommes sauvés, créés ensemble, et c'est ensemble que le Créateur va réaliser notre salut. Donc, comment cette alliance peut se réaliser ? On peut dire que traditionnellement, l'éducation est centrée sur la transmission intellectuelle. Donc, former la tête, on peut dire ainsi. Mais l'éducation intégrale, on peut dire ainsi, à l'écologie intégrale, propose un plus. Donc, il faut former bien sûr la tête, mais aussi former le cœur. Donc, former les plus jeunes à l'affectivité et aussi former avec les mains pour pouvoir engager tout son corps au service de cette écologie intégrale. Noélie, toi, tu es religieuse Xavier. En quoi l'exemple du Christ, de Jésus, peut inspirer les enseignants aujourd'hui sur ces questions d'écologie ? Justement, sur cette pédagogie intégrale, on peut dire ainsi, tête, cœur, corps, nous pouvons vraiment nous appuyer sur la pédagogie de Jésus, que moi j'appellerais une pédagogie de l'expérience. Par exemple, Jésus envoie ses disciples 2 par 2. Il leur dit de ne pas prendre de sac ni d'argent, mais donc il leur fait vivre une expérience de sobriété, de décentrement, et c'est seulement
à leur retour qu'il va ressaisir cela dans un enseignement. Il en est de même, par exemple, pour le lavement des pieds. Il commence par poser ce geste qui touche leur corps, qui suscite des émotions et même des résistances, comme on peut le voir chez Pierre et autres. Et ensuite, il dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? Et il enseigne. Donc, vraiment, c'est cette pédagogie de l'expérience, de mettre concrètement en action. Martin disait tout à l'heure, la pédagogie de l'action, voilà. Mais l'action, mais aussi développer le cœur, l'affectivité. Et en quelques mots, Sœur Noélie, selon toi, quelles pourraient être les 2 qualités majeures que les enseignants pourraient développer auprès de leurs élèves pour les préparer aux défis du monde de demain? Alors, il y aurait beaucoup de qualités à citer. Alors, 2, mais citons-en 2. voilà, les 2, ce serait difficile, mais je peux, par exemple, parler de l'intériorité. Intéressé. Et Ok. c'est vraiment très, très important parce que nous vivons tellement des choses, nous vivons dans une société en accélération. Et du coup, c'est important d'apprendre aux enfants à connaître leur monde intérieur et surtout à veiller à nourrir ce monde intérieur. Le pape François disait que si il y a des déserts extérieurs qui s'étendent, c'est parce que les déserts intérieurs sont aussi immenses. Donc, apprendre à vivre dans ce nouveau monde commence par apprendre à cultiver son jardin intérieur. Donc, nourrir cette intériorité. Et la deuxième chose que je dirais, l'intériorité, ce n'est pas pour être replié sur soi, mais c'est pour se tourner vers les autres, pour aller vers les autres. Et le pape François le dit, nous sommes faits pour entrer en relation avec Dieu, entrer en relation avec les autres, entrer en relation avec l'environnement. Donc, l'intériorité, c'est la relation à soi, mais orientée ensuite vers les autres relations. Donc, ce que je vis intérieurement, comment cela me pousse à sortir. Et ensuite, ce que je vis avec ceux que je rencontre, que ce soit avec Dieu, avec les autres, avec l'environnement, comment cela va nourrir en retour mon intériorité. Comment je peux recueillir cela en moi pour me nourrir et devenir une source de motivation pour repartir. Donc, c'est vraiment un aller-retour. Et c'est dans cet aller-retour entre intériorité et ouverture qu'on va développer les autres vertus écologiques comme la sobriété, la compassion, l'hospitalité, le soin, etc. Alors, Martin et Sœur Noélie nous le disaient, la pédagogie de l'expérience, la spiritualité chrétienne, ce sont des pistes passionnantes pour impulser de l'écologie intégrale à l'école. Alors concrètement, comment fait-on? On en parle tout de suite. Je vous emmène à présent à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour retrouver les élèves du groupe scolaire Saint-Vincent. Là-bas, les écoliers, les collégiens travaillent cette dimension intégrale en parlant du rapport à eux-mêmes, à Dieu, aux autres et à toute la création. C'est un programme très ambitieux que je vous propose de découvrir dans ce reportage de Laurie Copeau. Il y a besoin de silence là. L'objectif de cette sortie aujourd'hui, c'est l'observation. On va faire comme si on était une équipe de scientifiques qui vient explorer un endroit pour voir les êtres vivants qui sont là et les êtres vivants que vous pensez pouvoir voir mais que vous n'arrivez pas à voir aujourd'hui. On se dit que l'école Saint-Vincent doit d'abord et avant tout être un lieu où on va pouvoir apprendre soin du vivant et un lieu où on va donner envie de grandir. Vous avez parlé beaucoup de canards, il n'y a que des canards? Oui. Il y a quoi d'autre? Des ragondins? T'en as vu un? Ah, qu'on voit pas, oui, c'est possible. C'est l'exemple de ce matin avec les élèves qui vont au bord de la baie de Assoa pour pouvoir apprendre en situation réelle. On prend les vélos, on va directement sur place, on observe les animaux, la faune, la flore pour de vrai, avec de vrais outils. On doit pouvoir les accompagner en dehors de tout ce qui est lié à l'instruction sur le fait d'apprendre à mieux se connaître. Et c'est le programme justement qui s'appelle Mieux me connaître, où ils vont pouvoir apprendre à décortiquer leurs propres émotions. Moi, je me sens de bonne humeur et ce soir, mon besoin de sport va être satisfait.
Et puis, il y a aussi la question de travailler et d'être avec les autres. Et c'est là la possibilité qu'on leur offre de prendre des responsabilités au sein de l'établissement. Donc ça, c'est le panneau qui reprend l'ensemble des responsabilités qui sont prises par les collégiens et les CM1, CM2 sur la base du volontariat. Donc on a des ludoconcepteurs qui fabriquent des jeux pour la cour de récréation, on a des bibliothécaires qui s'occupent des bibliothèques, on a des cycloposteurs qui vont amener les biodéchets sur l'autre site et les enfants prennent ça pour l'année sur la base du volontariat. Voilà, c'est vraiment une éducation à la responsabilité qui est très importante pour notre établissement. Alors notre volontariat consiste à amener les déchets de notre école à l'école des petits pour pouvoir recycler les déchets dans les poubelles qui sont ici. Oui, c'est important parce qu'il faut aider la planète parce que sinon il y a tout qui part dans la poubelle et il y aurait beaucoup d'autres poubelles. Et là, si on fait du compost, après il y a de la terre et comme ça on peut faire des cultifs et tout. Pour nous, l'encyclique Laudato Si du pape est un texte vraiment fondateur, important pour notre action. On en retient deux aspects principaux. Le premier, c'est que tout est lié, en particulier la question environnementale, la question sociale. Pour nous, la question éducative, la question du management, la question des parents, la question des infrastructures, la question du territoire, tout ça doit être lié. L'autre dimension, c'est la dimension que tout seul, on ne pourra pas s'en sortir, qu'on a besoin de travailler ensemble et donc de fédérer, de mobiliser. Et que c'est un geste qui nous paraît essentiel à chaque fois qu'on fait quelque chose, d'embarquer les gens avec nous, que ce soit les professionnels, les parents, mais également le territoire autour de nos actions. Alors dans le cadre de nos infrastructures, on essaye effectivement d'être le plus neutre possible en termes d'impact sur l'environnement et d'apprendre aux élèves aussi qu'il y a d'autres manières de faire. C'est notre projet de toilettes qui sont donc encore en construction avec deux gros blocs, des toilettes sans eau pour les garçons et pour les filles qui sont gravitaires. Les excréments tombent dans des composteurs qui sont dessous. Et puis des urinoirs sans eau pour les garçons et pour les filles, dont l'urine est récupérée dans une grande cuve de 12 mètres cubes qui est déjà enterrée, qui est déjà installée, et pour que l'urine puisse être récupérée et utilisée comme fertilisant par un lycée agricole voisin à Saint-Pé-sur-Nivelle, le lycée Saint-Christophe, par la mairie d'Andaille, par la mairie de Biayatou, avec qui on travaille actuellement à l'utilisation de cette urine comme engrais agricole pour la suite. Il nous semble important que l'école soit un vrai acteur de changement pour le territoire. Par exemple, les innovations qu'on peut mettre en place, que ce soit le compost, que ce soit les animateurs de jeunes enfants, que ce soit les toilettes sans eau, eh bien, accueillir d'autres établissements ou d'autres collectivités pour qu'elles puissent s'inspirer de ce que l'on met en place ici à Saint-Vincent. Martin, on l'entend dans le reportage, beaucoup de choses sont proposées aux élèves de cet établissement. Qu'est-ce qui t'interpelle dans les images qu'on vient de voir ? Je trouve que c'est un reportage passionnant. Souvent, quand on parle d'éducation dans les débats, dans les médias, on parle beaucoup des savoirs fondamentaux. Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de fondamental de par cet apprentissage à travers le collectif, par la pratique. On entend beaucoup le mot apprendre et que ce n'est pas seulement des élèves, mais c'est vraiment des apprenants et qui développent des aptitudes et pas simplement des connaissances. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, de très inspirant là-dedans. Après, on a vraiment envie que ça se déploie, que ce ne soit pas simplement réservé à l'enseignement privé, mais que ça puisse aussi toucher l'enseignement public, aussi d'autres établissements, d'autres élèves. Et je pense que là, il y a un véritable enjeu, mais c'est très inspirant pour la suite. Ouais. Sœur Noélie, le compost, les toilettes sèches, les cours dehors, le vélo, finalement, qu'est-ce que ça change pour tous les enfants d'être initiés à ces pratiques ? Alors moi, ce qui me touche beaucoup à travers ces exemples, c'est que les élèves ne sont pas des acteurs de demain. Ils sont déjà des acteurs d'aujourd'hui. En fait, ils sont responsabilisés et ça, c'est vraiment très, très encourageant. Martin, tu es papa d'un petit garçon. Quelle serait pour toi l'école idéale pour ton fils plus tard, quand il aura l'âge de rentrer à l'école, bien sûr ? Oui, parce que c'est pas tout de suite, même si on dans dit que ça arrive quelques très vite. C'est sûr qu'une école qui passe par l'agir collectif, qui enseigne la coopération, l'empathie avec les autres, avec l'ensemble du vivant, je pense qu'il y a un véritable enjeu à ne pas simplement faire des individus, que l'école ne forme pas des individus simplement qui sont prêts pour la compétition, mais aussi des personnes dans toute leur intégralité et qui sont prêts à vivre ensemble, tout simplement. Je pense que là, il y a un véritable enjeu et j'espère que l'école sera prête à relever ce défi.
Moi, je le souhaite aussi. On arrive bientôt au terme de notre émission. Sœur Noélie, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les enseignants, pour les écoliers aussi peut-être, qui veulent mettre plus d'écologie dans leur quotidien à l'école? Alors, je ne sais pas quel conseil donner, mais c'est vraiment de ce que je disais de l'intériorité. Si vous vous rappelez, à Marseille, au rassemblement de Marseille, avec le pape François sur les questions En migratoires, septembre et 2023. voilà, une des choses que le pape a dit, et c'est est-ce que ça tressaille là-dedans? Donc, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui tressaille? Et accueillir, que ce soit de la colère, de la joie, de la révolte, accueillir tout cela, le présenter au Seigneur et en faire quelque chose de beau pour notre monde. Merci beaucoup, Sœur Noélie, Martin, d'avoir été avec nous pour cet épisode sur l'écologie et l'école. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pour cet épisode. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.